Voilà, j'ai fait ma première vidéo grâce à toi, alors merci. C'était assez drôle parce que quand j'ai fait le montage, en fait, je me suis entendu parler. Et s'entendre parler, finalement, c'est pas quelque chose auquel on est confronté tous les jours. Alors, pour la deuxième vidéo aujourd'hui, je vais te parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors, je vais te citer quelques passages du livre. Et puis ensuite, on va essayer de développer les 5 points que je pense sont essentiels à retenir de ce livre pour t'aider dans ton cheminement d'investisseur débutant et de savoir toujours le même principe, où est la ligne de départ. Alors, dans ce livre, par exemple, on a le père riche et le père pauvre. Le père riche, eh bien, c'est le père de son meilleur ami, qui est un entrepreneur aguerri, et le père pauvre, qui est son père naturel, qui, lui, est un docteur et qui est à l'université de Hawaï. Alors voilà les genres de choses qui sont un peu dites dans ce livre. C'est par exemple, père pauvre dit je ne suis pas riche parce que j'ai une famille. A contrario, père riche dit je dois être riche parce que j'ai une famille. Père pauvre dit je ne peux pas me l'offrir, tant pis. Père riche dit je ne peux pas me l'offrir, mais alors comment je fais pour y arriver? Père pauvre va dire par exemple joue là tranquille, ne prends pas de risques. Au contrario, père riche va dire apprends à gérer le risque. Voilà, donc ça c'est un petit peu cette opposition constante dans le livre qui est très intéressante déjà d'un, et de deux, donc on va citer les 5 points que je pense sont les points clés de ce livre. Le premier point, c'est que les riches ont des avoirs et non pas de dettes. Alors qu'est-ce que c'est un avoir? On en a déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais on va en reparler. Un avoir, c'est quelque chose en fait qui t'apporte de l'argent, quelque chose qui te met de l'argent dans la poche. Alors la dette, c'est ce qui va te prendre quelque chose de la poche. Alors voilà comment se passe le cycle que décrit Robert Kiyosaki pour les gens pauvres. Il y a des euros qui rentrent dans ta case des revenus. Cette case de revenus, ensuite, elle dépense de l'argent dans des dettes. Alors les dettes, ça peut être par exemple ta nouvelle télé avec son câble, ça peut être ta résidence principale, ta voiture. Et de ces dettes, eh bien, ça va dans les dépenses qui sont associées aux dépenses courantes, de nourriture, d'habillement, de transport, on va dire. Et ça sort directement. Et en fait, on se retrouve avec les revenus qui sont égaux aux dépenses et la colonne des avoirs qui est inférieure à la colonne des dettes. Alors pour les gens riches, eh bien, le phénomène est complètement différent. Les euros rentrent dans la colonne des revenus. La première chose que font les riches, c'est qu'ils investissent dans la colonne des avoirs. La colonne des avoirs, ça va être des actions, des obligations, de l'immobilier locatif, des royalties, des choses comme ça, qui, eux, à leur tour, en fait, vont générer des revenus qui vont réintégrer la colonne des revenus. Et ensuite, avec ce qui n'a pas été dépensé pour des investissements, eh bien, ils vont ajuster leurs dépenses et éventuellement leurs dettes quotidiennes pour la sortie d'argent. Ce qui crée en fait une source de revenus qui est supérieure aux dépenses et une colonne des avoirs qui est supérieure à la colonne des dettes. Alors comme tu as vu, hein, j'utilise le tableau blanc de l'élève de primaire, parce que déjà c'est assez sympa je trouve, et de deux, je trouve ça bien aussi d'avoir un petit support qui te permet de visualiser ce que je suis en train de te dire. Alors quand on est encore dans cette premier point avec les riches qui ont plus d'avoir que de dettes, on s'aperçoit que la plupart des gens, toi, moi, avant d'avoir compris ce mécanisme, sont dans cette espèce de course et qui fait que on se lève tôt, on part travailler, et puis en fait on paye ses dettes, et que globalement il y a deux éléments qui nous conduisent à rester dans cette course-là. C'est la peur et la cupidité. Alors pourquoi la peur? Eh bien parce que on se rend bien compte que si on ne se lève pas tôt et qu'on ne va pas travailler et qu'on ne paye pas ses impôts, eh ben, y a des gens vont venir après nous, et puis il faut faire comme tout le monde, et puis du coup, on rentre dans cette course qu'il appelle la rat race, qui est en fait aussi une course qui dit que les gens ne pensent plus de façon rationnelle, mais pensent avec leurs émotions. Alors les émotions, ça va être par exemple oh là là, je n'aime pas ce travail, il faut que je change, il me faut une augmentation, par exemple. Voilà, ça c'est des trucs où c'est les émotions qui conduisent et pas forcément des faits rationnels. La deuxième des choses, c'est la cupidité. La cupidité, en fait, elle conduit l'individu à dire
il me faut de l'argent, parce que comme j'aurai de l'argent, en fait, j'aurai un retour, parce que l'argent fait le bonheur. Mais du coup, quand il arrive à là, sa colonne des dépenses augmente et ses dettes augmentent. Donc, il lui faut encore plus d'argent, et encore plus d'argent, et encore plus d'argent. Et on est dans ce cycle, en fait, constant, où il faut se lever, aller travailler, payer ses taxes pour pas perdre son travail, pour pas se retrouver à la rue, et que l'argent va m'acheter du bonheur. Et du coup, il appelle ça la rat race. Donc ces deux phénomènes conduisent, comme je disais, à ne pas penser de façon rationnelle. Et du coup, en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'il faut domestiquer le pouvoir de l'argent. Voilà. Alors le deuxième point, c'est domestiquer le pouvoir de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas toi qui travailles pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour toi. Donc, on voit bien que la majeure partie des individus ont comme source principale de revenus leur profession. Les riches, eux, leur source principale de revenus, c'est leurs avoirs. Alors certes, ils ont une profession, mais en fait, ce n'est qu'un véhicule. C'est un véhicule qui permet d'investir et de rentrer dans ce cercle vertueux. Mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un véhicule. Et ce n'est pas la source principale de ta richesse. Les riches, comme on a dit, eux, on se rend bien compte, c'est ce que dit Robert Kiyosaki, qui se concentre sur la colonne des avoirs et non du salaire. Et ça, c'est vraiment fondamental. Comment ils font ça ? Parce qu'en fait, ils se payent en premier. La première des choses que dit Robert dans son livre, il dit qu'il parfois il rentre en conflit avec son comptable, qui lui dit « Oh là là, mais on ne peut pas continuer à investir, il va falloir payer les taxes. » Et lui, il dit « D'accord, mais donc je vais investir. » Et puis je paierai les taxes avec ce qui reste. Et puis du coup, ça va m'obliger à générer plus de revenus pour pouvoir payer mes taxes. Mais en aucun cas, il rentre dans cette dynamique où en fait, il a des revenus, paye le gouvernement à travers les taxes, paye d'autres individus parce que pour les rendre riches, il commence par lui-même se payer en premier. Et ça, c'est vraiment essentiel de comprendre ça, qu'en fait, à partir du moment où on se paye en premier, qu'on fait grossir notre colonne des avoirs, il y aura du retour. Et en fait, l'argent va fabriquer de l'argent, qui lui-même va fabriquer de l'argent, qui lui-même va fabriquer de l'argent. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, parce que c'est un processus qui est relativement long. Et les premiers euros que tu vas fabriquer, eux, ça va être les plus difficiles à générer. Mais après, une fois qu'ils sont là, de eux-mêmes, ils fabriquent des petits, qui eux-mêmes fabriquent des petits, qui eux-mêmes fabriquent des petits. Et au-delà de domestiquer l'argent, il y a aussi quelque chose qui est fondamental à comprendre, qu'a dit Warren Buffett, c'est que la première règle de l'investisseur, c'est de ne pas perdre d'argent. La deuxième règle de l'investisseur, c'est de ne pas oublier la première règle, qui est « ne perds pas d'argent ». Alors le troisième point que Robert Kiyosaki souligne dans son livre, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur la colonne des avoirs. Et on peut le voir à travers ses deux pères, son père riche et son père pauvre. Son père pauvre, qui est quelqu'un de très éduqué, qui a un doctorat, qui est maître de chaire à l'université de Hawaï, a globalement cette attitude de dire « je gagne de l'argent ». Je dépense et je compte par exemple sur ma retraite du gouvernement pour pouvoir subvenir à mes besoins quand je serai à la retraite. Et en fait, il s'avère que il ne sait pas se concentrer sur sa colonne des avoirs et ensuite il finira endetté. Son père riche, à contrario, qui est quelqu'un qui n'a pas fini le lycée, mais qui est un entrepreneur aguerri, dit « je vais gagner de l'argent pour investir et faire travailler cet argent même quand je dors ». Donc en fait, on voit bien cette nuance qui est fondamentale de se concentrer sur la colonne des avoirs et non pas rentrer dans ce cycle que on connaît tous et que tout le monde connaît, où en fait c'est la peur qui nous conduit à prendre des décisions, la peur de l'inconnu. On connaît tous des gens qui disent « Oh là là, ouais, tu fais ça, tu vas faire l'investissement locatif. Oui, enfin, tu sais, les locataires payent pas, après tu vas vraiment baver pour le faire sortir. » Et c'est sûr, mais enfin bon, avec ça, on n'avancera jamais, quoi. Alors, au-delà de dire « je me paye en premier », bon ça a priori on est capable de le comprendre, c'est pas très très difficile. Il y a également quelque chose que souligne Robert Kiyosaki dans son livre, c'est le fait de dire que ça ne sert à rien de multiplier à l'infini les investissements parce que en fait on a cette peur du risque
qui est de dire, oh là là, il faut se diversifier à outrance, comme ça on répartit le risque. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai à partir du moment où on a des milliards. Quand on a juste quelques économies, eh bien lui dit que ça sert à rien de multiplier les investissements, mais qu'il vaut mieux en garder 2 ou 3 et se concentrer dessus. Alors je vais te montrer avec mon petit tableau Velleda quelle est la différence entre 6 ou 7 investissements classiques, on va dire, et peut-être un investissement ou deux, comme ça tu vas comprendre la logique de l'utilisation des intérêts composés pour les mettre de ton côté et les faire travailler pour toi. Dans notre cas, on prend un livret A à 0,5% net sur lequel il y a 20 000 euros, un PE à 7%, 10 000 euros, un studio 5% de rendement net qu'on a payé 60 000 euros, une assurance vie 1,9% sur lequel il y a 40 000 euros, un investissement SCPI 4,4% et où il y a 10 000 euros et 1,9% pour notre PEL sur lequel il y a 10 000 euros, ce qui fait que les investissements globaux représentent 150 000 euros. Et puis on va décomposer ça à l'année N plus 1, N plus 2, N plus 10 pour les intérêts. L'hypothèse que j'ai émise, c'est que le studio, nous ne le revendrons pas et donc nous n'intégrons pas la hausse du marché immobilier. À l'année N plus 1, on se rend compte que ça nous a rapporté 5 190 euros, donc au total 155 200 euros. À l'année N plus 2, 5 677 euros. Et à l'année N plus 10, 66 431 euros. Alors, on va appliquer la théorie de Robert Kiyosaki. On prend le même PEA, 7%, mais cette fois-ci, on y met 150 000 euros, nos investissements. Et puis, on va voir ce que ça nous rapporte avec l'effet des intérêts composés à N plus 1, N plus 2, N plus 10. N plus 1, on voit que c'est 10 500 euros d'intérêts générés. À l'année N plus 2, c'est 21 700 euros. Et à l'année N plus 10, c'est 145 072 euros. Ce qui fait que la différence dès l'année N plus 1, c'est 5 300 euros en faveur d'un investissement unique sur le PEA. C'est 10 800 euros à l'année N plus 2 et 78 600 euros à l'année N plus 10. Ça représente quand même 50% de notre investissement initial. Et moi, je ne sais pas toi, mais ces 78 600 euros, je préfère les avoir sur mon compte et que ce soit eux qui travaillent pour fabriquer des nouveaux euros. Alors le quatrième point que soulève Robert Kiyosaki, c'est le pouvoir des compagnies. Alors certes, cette philosophie qui dit prendre aux riches pour donner aux pauvres, elle est très très belle cette philosophie, mais dans la réalité des faits, eh bien, c'est les classes moyennes, voire aisées, qui payent pour les pauvres. Parce que les riches, eux, en fait, savent protéger leur argent durement gagné, cet argent qui travaille constamment, eh bien, ils savent le protéger. Comment ils le protègent ? Au travers des compagnies. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 points essentiels. Le premier point, c'est les impôts. Alors, il faut bien comprendre, et on va reprendre ma petite tablette Velleda, c'est que les impôts sur les sociétés sont très différents des impôts sur les revenus. Alors, voyons ça tout de suite. Alors, dans le match des tranches d'imposition, impôt sur société, impôt sur le revenu, j'ai relevé quelques chiffres, 25 600 euros, 38 120 euros, 73 400 euros, 157 800 euros et 500 000 euros, qui sont respectivement les changements de tranche, soit pour l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Eh bien, dans le match des tranches d'imposition, on s'aperçoit que la seule fois où l'impôt sur le revenu gagne par rapport à l'impôt sur les sociétés, c'est lorsque on a des revenus qui sont inférieurs à 25 600 euros. Dès qu'on passe cette tranche, eh bien, l'impôt sur les sociétés est plus favorable quels que soient les revenus générés. Alors, il faut voir qu'en France, en 2019, les chiffres de l'INSEE disaient que 32,4 milliards d'euros ont été générés par l'impôt sur les sociétés et 44,3 milliards d'euros par les impôts sur le revenu. Ce qui fait une différence de 10 milliards d'euros. Et ben moi, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais moi, c'est 10 milliards d'euros. Je préfère les avoir dans ma poche. Donc Robert Kiyosaki, toujours dans ce quatrième point, dit qu'une compagnie, c'est également une responsabilité limitée. Et ça, c'est fondamental également parce que ça permet de te protéger. Alors ça, c'est vrai pour tous les types de sociétés telles que SAS, SASU, EURL, SARL. Ce n'est pas vrai, par contre, pour les sociétés civiles immobilières. Et la société civile immobilière a comme principe une responsabilité illimitée de l'individu à hauteur du pourcentage de ses parts dans la compagnie.
aussi simple que demain tu achètes un appartement à 100 000 euros, tu as 1% des parts, en fait tu es donc redevable de 1000 euros dessus. Mais si jamais, pour une raison XY, cette compagnie allait en banqueroute, et bien du coup les créditeurs pourraient te poursuivre sur tes biens personnels à concurrence de 1% de ce que doit la compagnie. Voilà, parenthèse fermée par rapport à ça. Donc, Robert Kiyosaki explique également que dans les compagnies, il y a un cycle qui est très différent de l'individu. La compagnie, elle gagne de l'argent, elle dépense de l'argent, et ensuite elle paye des impôts sur ce qui reste. L'individu, lui, gagne de l'argent, paye ses taxes et ses impôts, et ensuite il dépense de l'argent avec ce qui reste. Donc on voit bien que là, il y a un cliquet qui est très très différent. Alors le 5e point dont Robert Kiyosaki parle, c'est la nécessité de se former à la discipline financière. Globalement, ce qu'il dit, c'est la même chose que donne un poisson à un homme affamé, tu le nourris un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour la vie. C'est exactement ça, en fait, que Robert Kiyosaki dit dans son livre. Et l'argent, certes, ça donne de la richesse, mais le fait de savoir faire de l'argent, ça donne encore plus de pouvoir et de richesse. Le problème, c'est l'éducation financière pour Robert Kiyosaki, parce qu'il dit que c'est pas enseigné à l'école. Et c'est enseigné par les parents, par la famille, par les amis, mais que globalement, les gens pauvres qui sont dans cette course où leur revenu est égal à leurs dépenses, que leur colonne des avoirs est inférieure à leur colonne des dettes, et bien ces gens-là, ils ne peuvent pas apprendre à leurs enfants comment devenir riches. Voilà. Et donc lui, il dit que c'est pas à l'école qu'on va apprendre ça. Donc il y a 4 domaines qui semblent essentiels pour Robert Kiyosaki, d'avoir des connaissances, et des connaissances qui sont suffisamment importantes pour t'aider à faire de meilleurs investissements. La première, c'est la comptabilité. Il dit que la comptabilité, et d'ailleurs c'est ce que j'ai essayé de te montrer avec ce petit schéma sur ma tablette Velleda, en fait ce n'est ni plus ni moins qu'un bilan de société avec l'actif, le passif et les dettes et les avoirs. C'est ni plus ni moins que ça. Et il dit que ça, si tu le fais à ton échelle, et ben tu peux également comprendre des bilans d'une société. Donc si tu peux comprendre le bilan d'une société, ben tu peux estimer si c'est un bon investissement ou pas un bon investissement. Donc c'est essentiel de comprendre la comptabilité. Le deuxième point, c'est les investissements. Pour Robert Kiyosaki, les investissements, c'est de comprendre que l'argent fait de l'argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, selon lui. Le troisième point, c'est qu'il pense qu'il faut se former sur les marchés et comprendre la balance fondamentale de l'offre et de la demande. Alors, il n'est pas en train de dire qu'il faut devenir des experts et des analystes financiers pour la Société Générale ou HSBC ou JP Morgan. Il dit juste que c'est fondamental de comprendre les marchés et les investissements, la force de l'offre et de la demande et la force de l'argent qui fait de l'argent pour lui-même. Et ensuite, son 4e point dit, c'est la loi. Il faut connaître la loi. Pourquoi ? Parce que le fait de connaître la loi, ça va te permettre également de comprendre les bénéfices de la fiscalité. On parlait des sociétés, et bien ça c'est un exemple. Le fait de passer des choses en dépenses de ta société, et bien ça c'est un exemple. C'est quelque chose qui t'appartient mais qui ne t'appartient pas. Alors Robert Kiyosaki dit que c'est important de comprendre que investir de l'argent dans ces 4 domaines pour se former, en fait, il ne faut pas avoir peur de le faire parce que les retours et cette connaissance-là seront exponentiels dans le temps. Voilà pour ce livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, que je te conseille de lire. Tu auras le lien en description en dessous avec la version française et la version anglaise, selon ce que tu sens. Je vais rappeler les 5 points qu'on a abordés aujourd'hui de Robert Kiyosaki. Donc le point numéro 1, les riches ont des avoirs, pas des dettes. Le point numéro 2, il faut domestiquer le pouvoir de l'argent. Le point numéro 3, c'est concentre-toi sur tes avoirs. Le point numéro 4, c'est le pouvoir des compagnies. Et le point numéro 5, c'est la formation dans la discipline financière. Et je te remercie. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un like et abonne-toi à la chaîne en activant les notifications pour ne rien perdre des prochaines vidéos.